pièce donc, naître sous vos yeux, donc dans une mise en scène donc, de Jean-Claude Braganti, que je salue, que je félicite. Non, il y a Théo, mon copain de CM1, il vient m'envoyer un texto. Il veut que j'aille avec lui au bowling. Je peux, maman? Hein? Je peux y aller? Mais mon chéri, c'est loin, comment irez-vous? Oh, dans la voiture à Théo. Il a une voiture, Théo? Bah ouais. Il a passé le permis la semaine dernière. Je peux y aller? Bon. Mais soyez prudents. Et ne faites pas des grosses bêtises. Seulement des petites. Et ne tirez pas les cheveux des serveuses, comme la dernière fois. Dis mon grand, papa voudrait savoir, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard, quand tu auras tellement grandi que l'école ne voudra plus de toi, quand tu auras atteint les limites de ta mémoire vive? Ce que je voudrais faire? Oui, comme métier. Quand je serai adulte émancipé, je vais être travailleur de bureau, faire toujours la même chose, à la même heure. Je vais regarder la télé tous les soirs. Je veux prendre du transport souterrain tous les jours. Le samedi, faire les courses au supermarché et faire la queue très longtemps avec un caddie plein de frites et de glace. Le dimanche, je me promener en forêt, respirer l'odeur pourrie de la terre et regarder les feuilles des arbres en disant « Oh, c'est beau !» Je vais avoir une femme qui râle parce qu'elle fait la cuisine et le ménage, et parce que je la surprends pas, et parce que je la fais pas assez jouer. Je vais aller à la montagne 2 semaines par an et attraper des coups de soleil. Là. Je vais aller au ski 1 semaine par an et attraper des coups de soleil. Là. Je veux jouer au loto et y croire tout le temps. Je veux voter pour des députations et des ministérieux qui me comprennent et qui répètent tout le temps qu'ils me comprennent. Tous les enfants de ton âge veulent comme toi. Mais c'est bien normal de rêver tout ça à ton âge, brave petit. Rêver? Pourquoi rêver? Parce que c'est que du rêve et je pourrais pas voir tout ça. Quand tu seras plus grand, tu comprendras que c'est très difficile d'avoir une situation pareille. Très peu y arrivent. Même les meilleurs en récitation n'y arrivent pas souvent. Quoi? Pourquoi alors tout le monde me dit que c'est bien de rêver si je pourrais pas l'avoir? Mais mon petit, c'est pourtant bien qu'on te laisse rêver, pour que tes rêves te fassent grandir. On me ment? C'est ça. En vrai, on me ment depuis tout petit. Tout le monde se fout de moi. C'est ça. Quel monde pourri. Pour la peine. Je vais me saouler la gueule avec Théo. Et on ira au bois. Montrer nos kékés. Oh là là! Déjà la crise de l'adolescence. On n'a pas fini d'en baver. Voyez, comme j'étais très mûri tout petit déjà. Je l'aurais fait baver à mes yeux. Pas le temps de tout raconter, j'abrège. Ce que j'aimais petit, c'était les vacances, sans école. On vivait hors des obligations de résultats. Et même mes parents se foutaient de leur d'été après minuit. Ils profitaient toute la journée en caleçon et faisaient le tour des apéritifs du camping. On aboutissait dans des endroits où de la mer venait jusqu'à des digues en pierre, construites par des ancêtres préhistoriques, sans s'allonger sur du sable, et qui avaient eu une odeur de poissonnerie. Des oiseaux blancs, immenses, lâchaient sur nous des grandes crottes comme de la chantilly, en poussant des cris de frayeur dans le ciel. Personne n'osait les zigouiller, parce que les gardes-côtes les protégeaient des contrebandiers. Alors, quand on en trouvait un tamponné par une voiture, on les crabouillait à grands coups de patate. Alors, on a puni le pêcheur.
On leur a interdit de pêcher à l'intérieur de la mer. Ils peuvent pêcher dans les airs ou dans les montagnes, par exemple. Mais c'est pas très rentable. Maintenant, je suis sauveteur. Officiellement. Sauveteur de ressources halieutiques poissonifères. Mais je vous vois tout le temps à réparer vos filets, à décharger vos caisses. C'est l'astreinte touristique. Une façade. Ça rassure les estimants. L'office touristique nous donne une prime à faire croire que la ville est encore une grande ville pêcheresse. Ça fait vendre des cirés jaunes, des cartes postales de phare, des marinières, des poupées de veuves de pêcheurs, des bateaux en miniature, des chansons avec des ICO, des boussoles, tout ça, quoi. Mais reste-t-il encore des marins pêcheurs? Ah non, c'est fini tout ça. On est tous payés à surveiller la mer. C'est moins fatigant d'ailleurs. Pourquoi faire leurrer qu'il y en a encore alors? Ça rassure les gens, je vous dis. Sinon, ils cogiteraient. Ils se demanderaient d'où vient le poisson qu'ils mangent. C'est vrai ça. S'il n'y a plus de marins pêcheurs, qui capture les poissons? Gardez-le pour vous. C'est des poissons de fabrique. Des faux poissons. Comment ça? C'est un peu long à expliquer. Un jour, il y a un gars avec tellement de diplômes qu'il devait écrire des rapports jusque dans les cabinets, qui s'est dit, au lieu de se fatiguer à aller pêcher très loin, à trouver les endroits sous-marins où il nage avec le gazole que les poissons sont pas assez nombreux à rembourser, avec la main d'œuvre toujours à rouspéter, à chanter faux des chansons sur des maris salopes, avec le risque de naufrage et de pension d'après-noyade. Pourquoi qu'on ne ferait pas éclore directement les poissons dans les filets et les nourrir dans les filets, et après, une fois dedans, hop, on relève le filet toujours plein à ras comme des cocus. Pas possible. Que voulez-vous? Vaut mieux pas être nostalgique d'avant aujourd'hui, sans quoi on se tourne boule la gamberge, sans avancer dans le progrès qui nous fabrique des speakerines de voitures, à nous emmener à travers les mondes. Et vous alors? Vous êtes un vacancier, un siphonné de vacancier? Pêcheur à la ligne, c'est bien ça? Oui. Enfin, pas tout à fait. Je fais croire. J'ai pas de hameçon. Tiens! Oui, je suis un non-pêcheur à la ligne en quelque sorte. Bon, faut que j'y retourne. Faut que je fasse semblant de charger la glace dans la cale. Bon ben, à la prochaine. Et bonne non-pêche. Ouais, bonne non-prise. Au retour des vacances, Paternelle prenait des routes qui arrivaient nulle part. Ne voulait pas rentrer. Ne voulait pas retrouver le chemin du Nord. Mais Maternelle disait « Suis le troupeau, il rentre forcément. » Alors, on suivait les autres autos, en tournant le dos au soleil, et le ciel devenait de plus en plus gris. Et après, une fois rentrés, les gens muets perdaient leur peau bronzée et devenaient gris eux aussi. Puis il se mettait à pleuvoir et tout le monde courait dans les flaques en s'éclaboussant. Dans nos classes, nos cartables puaient le chien mouillé. Un soir, j'ai demandé à Paternelle. Paternelle m'a demandé pourquoi j'aidais Théo à faire ses devoirs et pourquoi j'avais donné la moitié de mon goûter à Alban. Quand j'ai répondu, j'ai cru qu'il nous débarrasserait enfin de la maîtresse. Et la voiture balai vous attend au tournant. C'est terrible! Rendez-vous compte, pendant qu'ici vous rabâchiez encore les vieilles idées, tout le pays résistait, s'adaptait, évitait sa ruine.
partout, dans les bureaux du secteur 3e, dans les usines du secteur 2e, dans les activités de produits intérieurs brut de brut et de produits intérieurs demi-sec, nous sommes adaptés. Nous avons aiguisé nos dents, rendus coup sur coup, aidés par nos ordonnateurs de loi. Désormais, nous nous craignons réciproquement. Les uns se défendent contre les plusieurs. Nous piétinons les plus faibles, nous méprisons les pauvres et les vagabonds. Nous rétablissons les droits des plus forts sans qui rien ne tournerait en rond, sans qui personne ne marcherait dans le bon sens unique. Si j'avais su. Vous ne recommencerez plus? Non. Je comprends mieux votre colère maintenant. Comme je m'étais sotte. Quelle ignorante. Quel mal autruche je fais. Je suis indigne de mon rang de mes 13 enfants. Arrêtez là vos jérémiades, vous réagissez selon les anciennes règles. Je vous l'ai dit, il faut cesser de se plaindre, cesser d'être le faible de l'autre. Il faut montrer toutes ses dents aiguisées, mordre avant d'être mordu. Reprenez-vous ou je vous dénonce? Oui. Oh, pardon. Non. Allez vous faire voir. Je m'habitue. De quel droit me parlez-vous ainsi? Vous prétendez m'apprendre mes leçons? Diantre? Fichtre diantre? Ouais. Vous avez encore des progrès à faire. Enfin, c'est toujours mieux qu'avant. Vous délinquant! Abruti! Allez vous faire voir chez vous et mauvaise soirée. est tombé, volant! Assez! Assez! Ne parlez plus de ça! On dirait que vous voulez que ça arrive ici aussi. Oh, ça serait extrêmement déplorable. Et tous ces papiers partout, ça a dû leur faire drôle. Tu sais, ça a dû leur faire drôle. Comme ça, à discuter comme nous, à compléter des dossiers comme nous. Et tout d'un coup, tout qui tremble! Et les dossiers qui volent à travers la pièce! Assez! Arrêtez ça! Et si ça arrivait ici, on finirait écrasé par notre propre travail. Vous imaginez un peu? Si ça arriverait ici, moi, hop, sur mon bureau, et je m'en ficherais des dossiers qui s'échappent par la fenêtre. Moi aussi! Moi aussi, je m'en ficherais! On ferait la course avec nos bureaux sur le dos et on renverserait les armoires exprès! Non! Non! Si vous continuez, je vais le dire au chef divisionnaire! Pour sûr, personne ne saurait différencier si c'est la terre qui tremble ou si c'est quelqu'un qui a saboté. Alors, on sabotera tout! Ouais! Et après? Après, tout sera saccagé! Ouais! Et après? Après, on devra tout ranger. Mais, on se sera bien amusé. Ah ça oui! On en aura bien profité. Vous imaginez à quoi on a rendu compte? On a échappé à un désastre de long en large. Au sens dessus-dessous de la ville tout entière. Et peut-être même au retournement du pays. On y a échappé et nos dossiers sont toujours bien rangés. Oui, toujours bien rangé, dans l'ordre d'instruction. Et on doit continuer à compléter nos dossiers dans l'ordre, comme d'habitude, sans ce souci de chamboulement des choses. Ça, pour sûr, là-bas dans ce pays dévasté aux antipodes d'ici, ils aimeraient bien avoir leur dossier encore bien rangé, leurs armoires restées debout, leur pays sain et sauf. Ça oui, ils aimeraient bien faire comme nous, continuer comme nous, à traiter et retraiter leurs dossiers. Alors, reprenons maintenant. Oublions toutes ces images qui tremblent, tous ces bruits de dévastation qu'on peut regarder, mais qui, eux, ne nous regardent pas. Ils seraient tellement heureux à notre place. Ça oui, ils seraient en imploraison devant le moindre papier à classer. Ils seraient en jouissance devant nos silos bien alignés dans leur peau.
pleurerai de régal devant ce gros dossier à traiter du début à la fin. Souvent, pendant la pause déjeuner, j'allais lire et m'aérer dans le... Ma collègue, Mademoiselle Odile, l'avait repéré. Et un jour où je n'étais pas sur mes aguets, elle m'a piégé. Et brusquement, de l'énormité de ce ventre, jaillit la vie, qui éclabousse aussitôt tous les témoins de sang et de cris. Voyez, rien que de le dire me fait trembler. Alors, malgré votre joliesse et votre obligeance, je préfère ne pas. Je vous le dis net. Je refuse votre contagion. Oh, quel mot perforateur! En moi cette horreur! La maladie de la vie. Mais non! Mais pourquoi personne ne m'a dit? Pourquoi ma mère a-t-elle tué cette catastrophe corporelle? Je suis désolé de vous impliquer la vérité crue. J'ai voulu vous prémunir, mais vous réclamiez la raison de ma réticence. Votre mère n'a pas osé vous dire parce que... Je regrette, mais vous aussi... Non! Parce que vous êtes né au monde de cette maladie. Quoi? Mais quelle horreur! Ah, c'est annoncé pourtant pleine d'évidence. Comment expliquer autrement votre fabrication? Mais oui! Mais quelle sinistre évidence! Pourquoi ne l'ai-je pas deviné précédemment? Je résulte forcément de la maladie de la vie par l'intervention maternelle. Et moi qui allais, avec vous, perpétuer la contagion. Oh, la honte me souille. Quelle perfide je suis. Puisque vous ignoriez le danger en vous, je ne dirai pas ainsi. Vous étiez simplement idiote. Oh, merci. J'étais seulement idiote. Mais grâce à votre divulgation, maintenant je sais. Je saurais être préventive. Comment vous gratifier? Si j'osais... Oui. Si j'osais, je vous demanderais encore une faveur. Laquelle? Voulez-vous devenir mon conseiller en existence? Mon redresseur de faux pas? Oh, je veux bien. Car, hormis votre maladie vitale, vous m'êtes attrayante. Oh! Je suis soulagé de vous avoir approché que vous m'avez évité. Oh, ce n'est rien, c'était avant. C'est bien proscrit maintenant. Je serai votre conseiller. Vous, ma Candide. Mais il y a encore un point qui me questionne. Quoi donc, ma Candide? Vous allez décidément me trouver bien idiote et gourde. Vous en avez parfaitement le droit, puisque vous êtes Candide. Merci de votre bienveillance. Voilà ce qui m'interroge. Si je suis le résultat par maternité de la maladie de la vie, cette maladie est-elle vraiment calamiteuse? Mais ce n'est pas le pire. En cas de développement de la maladie, vous mènerez alors double vie, vôtre et celle de l'engendré. Le bubon croît au fond de votre ventre, vous envahit intérieurement, presque à vous étouffer. Mais, une fois de plus, alors que vous vous croyez libéré de la chose, il n'en est rien. La chose grandit toujours, vous dépasse vite. Et bien que complètement dépassé, vous restez responsable de cette chose, dans tout ce qu'elle fait, dit et commet. Vous risquez la persécution judiciaire pour son compte. Ce gros bourgeon, d'abord hermaphrodite,
bi-obsédé unisexe, doit être couvé pendant 20 ans. 20 ans, accroché à votre cou, à ouvrir grand sa bouche intarissable, et qu'il vous faudra sans cesse régurgiter. Maintenant, une fois en majorité d'éléments, la chose vous laissera vider, vous abandonnera sans jamais vous payer vos années à son service. Voilà les désastres de la maladie de la vie. Vous savez maintenant. Quelle horreur. Merci de vos recommandations. Quelle chance que vous êtes là à réparer mes ignorances. Puis-je poser les bords de ma bouche sur les bords de la vôtre? Faites, mais prenez garde. Moi et mademoiselle Odile, nous nous enfermions dans un piège dont les mâchoires s'enfermaient en nous chaque fois que nous nous apparentions davantage. Mademoiselle Odile avait des gestes et des paroles câlines qui faisaient regretter ensuite d'être sans elle. Je comprenais l'ensorcellement qui me tenait à elle, mais je ne pouvais pas m'empêcher. Il fallait que j'aille à elle, que je sente mon esprit incarcéré dans ses yeux. Elle et moi, nous sommes initiés à l'interdépendance corporelle dont nous ignorions tout. Il nous a fallu découvrir les pratiques digitales de nos ancêtres préhistoriques. On m'a fait découvrir ma corpulence. Je lui ai fait découvrir la sienne. Et ensemble, nous avons émergé des plaisirs qui étaient en nous, sans prévenir, en bas de notre ventre. Une nouvelle paire de mains nous chatouillait de l'intérieur. Ah, rien que le souvenir de ces moments change ma vitesse sanguine et retrousse ma peau. J'ai eu aussi un lourd passé d'enfant dont j'étais relaxé. Enfantin, je vous aurais fait dévaler la côte pour voir votre tête en panique en voulant freiner avec les pieds. Je préfère les imbéciles incurables pareils à vous aux miséricordieux. Ceux qui ont pitié cèdent à travers moi. Ils se caressent avec leurs mots stucs. Ils se disent, comme je suis admirable d'aider cette insuffisante, comme je suis secourable et convenable, mon raccourcissement les rend indispensables. Ils se surestiment. Je les empire. Tandis qu'avec vous, je ne peux pas aggraver l'imbécilité fétide qui vous précède, vous suit, vous supporte et habille toutes les belles choses que vous voyez dans une robe de crotte. Vous êtes malheureuse, avec une peine à perpétuité. Votre jalousie des jambeux nourrit votre méchanceté bedonnante. Bouh! Que vous êtes vilaine et méchante, ridicule infime, vilaine et méchante. Je vis à hauteur de yeux d'enfant et à hauteur de nombril d'adulte. On ne se rend pas compte quand on est sur jambier à quel point la voix des adultes sort grossie par leur nombril. Les adultes, sans qualité, sans mérite, sans rien, pour être fiers, me regardent avec bonheur. Ils se disent, j'ai au moins ça, un corps complet, des jambes entières sous moi, sans pièces manquantes, pas comme cette demi-portion. Quand j'aide les médiocres à se supporter, je suis heureuse, parce qu'ils ont quelque chose en plus que moi. Je les soulage de leur inexistence.
morte. Pas seulement mes jambes, mais tout mon corps perdu. Je soulagerais encore plus de cretins qui se diraient « Oh, elle est consistante. J'ai au moins ça, un corps entièrement en vie. » Et si au lieu de les enterrer, de les oublier, nous exposions les cadavres à chaque coin de rue, ça ferait le bonheur des crétins qui s'esclaveraient devant chacun. Moi, le sang mérite, le sang fierté. Je n'ai pas des trous muets à l'endroit de tes yeux. Dis tes os nus que chacun peut injurier et souiller, sans craindre ta riposte. Et il cracherait sur ses cadavres en se sentant plus vivant chaque fois. Comme vous dites bien, grâce à vos paroles, je retrouve le goût de la vie piquante bien écrasée et mâchée entre mes dents. Avant de vous voir ici en moins que moi, j'étais le sous-chanceux de tous. Oui, maintenant, je reconnais ma chance. En êtes-vous sûr? Je ne vois pas vos ailes. Quand tout le monde s'envole dans les airs, avec leurs grandes plumes soyeuses, vous êtes terre à terre. Quand les autres survolent par-dessus les toits des villes, loin dessus les sueurs pestilentes, on vous vole, on vous survole et vous piétinez? Non. Maintenant que vous le dites, je m'en rends compte. Je n'en ai pas d'aile. Et je rampe. Vous n'êtes pas immortel non plus quand tout le monde survit. Non. C'est vrai. Je ne suis pas si chanceux que ça, alors. Ni elle, ni immortalité. Je suis moins que rien, minable. Pas de quoi m'en réjouir. J'ai pitié de vous. Non! Pas vous, demi-portion. Pas vous! Je vous interdis de me prendre par pitié. Je refuse d'être votre pitoyable. Je vous trouvais mignonne, distrayante en beauté de femme. Mais c'est une ruse pour mieux embusquer votre proie et la pas-sourdir. Avec vos mots redoutables, vos mots géants, depuis votre bouche naine, vous êtes une piégeuse, une traquenarde, une fausse moitié de femme, nue sans dehors, mais aux graisses en dedans. Oh, comme je regrette vous avoir rencontré. Bonne journée. Nous assurons également les sentiments de correspondance. Par exemple, les assurances de vos sentiments les meilleurs. En cas de poursuite d'un correspondant qui conteste l'assurance de vos sentiments distingués, votre assurance vous indemnise votre mensonge de politesse. Comme c'est intéressant. Et en cas de perte ou de vol de sentiments, vous avez un numéro de détresse. Et un réparateur de sentiments intervient sur le champ en tenue de combat. Et comment répare-t-il? Ça, c'est un secret professionnel. Pas le droit de rapporter ses méthodes. Quelquefois, il est contraint d'utiliser des ripostes radicales, comme le renfort de gentillesse sur le terrain des hostilités, ou bien la lecture publique à genoux de la première déclaration d'amour, ou la photo jaunie où vous vous teniez par l'épaule. Si vous n'obteniez pas de résultat, on vous rembourse votre cotisation. Que se passe-t-il? Ne craignez rien, madame. Nous venons arrêter cet escroc. Il a
allez vous vendre une assurance de sentiments, n'est-ce pas? Oui. Figurez-vous qu'il assurait des sentiments fictifs, des sentiments que personne n'éprouvait, dont les souscripteurs étaient ensuite remboursés de leurs pertes. Ça a provoqué éclatement d'une énorme bulle sentimentale. On a retrouvé des sans-cœurs en train de pleurer de joie. C'est dire la catastrophe. Ils se servaient des vrais sentiments des uns pour rembourser les faux sentiments des autres. J'aurais pu payer la perte de faux sentiments en assurant les miens. Exactement. Mais cela va cesser instamment. C'est parfaitement légal. Je donne toute ma confiance à la justice de mon pays. Vrai ou faux sentiment? Quelle différence? Si vous voulez, quand vous voulez, je peux vous assurer de mon plus profond respect. Oh, que dit-il? Il nous insulte. Regarde pas ton calme, n'essaie pas de me corrompre. Suis-moi au poste. Je vais te traiter par les sentiments, moi. Je prouverai qu'il y a liste de formalités. Les correspondants. Oh. Oh. Garde ta salive, tu en auras besoin. Il n'est pas resté longtemps craquelé. Le juge a bien vu que s'il le déclarait en tant qu'abusateur sur population consentante, le juge serait lui-même consacré jurisprudentiel et devrait ensuite pourchasser une grande partie de la population en situation abusive, actuellement régulière. C'était beaucoup trop d'essoufflement en perspective, des années de chasse derrière des chiens renifleurs, à travers les buissons et des ruisseaux glacés jusqu'aux cuisses. Le juge a statué sur sa relaxation. Ursule obéit sans manifester. Après, il en a eu vite assez de se relaxer. Car les juges ne disent jamais combien de temps on doit se relaxer. Il n'en pouvait plus d'avoir les bras patikourdis et les jambes démobilisées. Il voulait replonger, se mettre en réactivité. Son avocat lui a dit que s'il récidivait, il risquait la détention durable. Il préférait encore être relaxé que détendu. Après sa relaxation obligatoire, tellement relaxée qu'elle l'a désaxé. Elle est devenue complètement bizarre. Il a cherché un secours dans la religion. Il se disait dans la religion, il savait expliquer des trucs pas normaux. Par exemple, une pluie de crapauds. Une pluie de crapauds, si vous n'êtes pas dans la religion, ça fait peur. Par contre, si vous avez de la religion, en cas de pluie de crapauds, vous vous dites rien à craindre, c'est consigné dans la religion, ça veut dire que le ciel envoie un message. Bon, là-haut, ils n'ont pas de forfait téléphonique. Faut pas leur en vouloir, ils font comme ils peuvent pour envoyer les messages. Bref, Ursule se disait qu'en étant dans un culte, il serait sérénisé. Il aurait des explications toutes faites pendant toute sa destinée et recommencer tout le temps dans un corps emprunté ne lui ferait plus peur. Pensée vagabonde à la recherche de réponses à mes questions. J'ai l'impression soupçonneuse que quelqu'un, là-bas, se moque de moi, dans tout ce que je fais et tout ce que je prononce, et que l'ensemble de ce que je dis est fait, est composé, et est dirigé par un autre, une sorte de reproducteur. Et, deuxième question, si c'est vrai, si la religion l'explique, est-ce qu'au moins, je fais bien rire là-bas? Mon fils, nous vous débarrasserons de toutes vos craintes par ordre d'apparition. Notre Église apportera toutes les réponses à toutes vos questions, même les plus insensées. Notre congrégation réformiste du Sauveur pronominal est issue d'une traduction littérale des Écritures saintes.
En effet, en traduction mot après mot des premiers textes saints, il est apparu que le terme verbal « sauver » dans les épisodes de sauvetage des âmes, décodés directement du vieux grec, était en réalité se sauver. Ce qui donne pas du tout le même sens dans les phrases entières. Il est en effet question, d'abord et avant tout, de se sauver soi-même. Notre culte, échafaudé il y a 200 ans par le jésuite Ramon de Campos, propage la foi de l'évitement. Nos fidèles ont sacrément le devoir d'éviter les problèmes et de fuir les tentations, ce qui simplifie énormément l'Ancien et le Nouveau Testament. Par exemple, dans notre culte, les 10 commandements sont barrés ou laissés en blanc, puisque nos adeptes évitent toutes les situations embarrassantes. Notre Bible a seulement 10 pages, ce fait qui fait gagner un temps fou aux novices. Tout ça est très emmêlé dans ma tête. Avez-vous des exemples bien imagés qui m'aideraient à comprendre? En agissant avec notre culte, puisque vous leur aurez tourné le dos à toutes jambes. Si un malotru sur ton passage te semble hostile, sauve-toi! Si une femme lascive risque de te faire céder sous la tentation, sauve-toi! Tu ne tueras point car tu ne trouveras plus personne sur qui planter ton couteau. N'est-ce pas que nous étions secourables? Ça oui, surtout l'hiver. À la Noël, j'avais même un fond de champagne et un reste de bûche meringuée. On vous donnait une pièce et on se disait j'en suis quitte avec mon acte charitable du jour. Car ce n'est pas tout le temps facile de perpétrer une bonne action. Il arrivait souvent que nous ne sachions plus comment nous convaincre que nous étions des gens de réputation, louables sans caution. Mais heureusement, vous étiez là, sous nos fenêtres. Nous descendions, nous vous donnions d'une pièce un mot gentil, et c'était fait. Nous remontions acquittés avec notre certificat de vertu. C'était l'attestation formelle que tout au fond de nous-mêmes, nous étions bons. Et cela nous rassurait, car nous l'oublions parfois. Certains soirs, des amis m'appelaient, demandaient ma rescousse. Priscilla, je suis en désespérance. Je n'ai pas commis une seule bonne action aujourd'hui. Que puis-je faire? Et là, je répondais, Ursule, voyons, en bas de chez moi, le mendiant. J'en ai rattrapé plus d'une de leur manque de bonne action quotidienne grâce à vous. Et toujours présent, sans décompter ses heures, même les jours fériés. C'est bien simple, tout le quartier déversait ses éloges sur vous. Vous m'en jouez par votre encensement. J'ai une amie qui habite la rive droite. Elle a un mendiant, pas du tout comme il faut, délibérément basané, alcoolique, qui parle une langue non officielle, sauf pour insulter. Elle nous enviait notre Ursule, croyez-moi. Certains sont intenables à la boisson. J'en ai parlé au dernier symposium des mendiants, en tant que membre consubstantiel. J'ai essuyé leur incompréhension. Car le règlement du symposium est que tout le monde braille en même temps et termine chaque phrase par un juron ou un crachat. À la fin de chaque séance, aucune décision ne doit être adoptée, mais toute rendue à l'assistance publique.
Ensuite, nous devons être dispersés énergiquement par les forces de l'ordre. Mais je ne renonce pas. Je vais réclamer que chaque mendiant, dans son interpellation passante, dise « à votre bon cœur » et remercie pas « merci pour votre bon cœur ». Je souhaite votre aboutissement. Il faut que chaque participant respecte les règles, sans dérogation. Qu'allons-nous faire maintenant que vous avez abandonné votre poste? Oui. Mais j'y pense. Avec votre situation. Oui. Si j'osais, je vous demanderais. Osez, je suis votre redevable. Vrai? Pourriez-vous utiliser vos relations misérables et nous installer un gars bien dressé à votre ancien emplacement? Je vais faire mon maximum. C'est un bon endroit, exposé plein sud, avec chauffage urbain, dans une rue avec des commerces et des écoles. Si je commence mes visites maintenant, au plus tard dans une semaine, il sera parti. Vrai? Et nous pourrions nous soulager sur lui? Je reconnais là mon bras, mon sage Ursule. Tout le quartier vous sera reconnaissant. Oh, c'est peu de choses, pensez. Quelle bonne nouvelle! Merci encore! Pas de rien du tout. Bonne journée. Pas normal que quelqu'un de notoire comme toi, avec des attestations, vive en célibat. Regarde autour de toi. Toutes les personnes d'estimation vivent deux par deux. Regarde les réclames. Ils sont toujours souriants, en couple ou avec des enfants par la main. Regarde les films sentimentaux. La fin, c'est toujours un début entre un homme bien habillé et une femme qui court moins vite que lui. Regarde dans les restaurants. Que des dîners en tête-à-tête chuchotés à se toucher les doigts au lieu de manger. Si tu veux être certifié normalisé, tu dois t'assortir avec une femme. Moi, ça me disait trop rien, parce que la compagne féminine, ça a besoin de parler tout le temps et ça préfère glousser que finir son verre. Mais j'ai quand même accepté, par solidarité. Au début, ça m'a amusé d'entrer dans une pièce et de trouver quelqu'un qui rangeait tout. Mais après, ça m'a vite barbé de chercher tous les jours des idées d'attraction pour qu'elle se sente respirer. Alors j'ai demandé aux autres quoi faire. Ils m'ont dit, fais comme nous, tu lui donnes des billets et elle ira dans des boutiques où les vendeuses lui diront qu'elle est belle, même quand elle achètera rien. Et le reste du temps, tu l'assois devant la télé où ils ont des programmes exprès qui désennuient et gardent les femmes à la maison. Alors, j'ai demandé si c'était pas plus simple de la renvoyer plutôt. Ils m'ont dit, oulala, surtout pas. Les femmes, tu peux pas savoir ce qu'elles ont dans leur crâne. Si tu la renvoies, elle pourrait réagir avec son instinct et te mettre un couteau dans le ventre. J'ai dit, bon, bah d'accord, je vais la mettre devant la télé. Président, tu regardais une épouvante avec un collectionneur de gros orteils. Tu n'en as pas assez de toutes ces simulations. Il y en a encore beaucoup comme ça, des filmages pour de faux, avec des tueurs sur des enfants et des femmes aux cris aigus. Toujours des inoffensifs, avec des bras sans muscles. Bien sûr, il y en a, bien sûr. Heureusement qu'il y a
ces abjects. Tous ces abjects et malfaisants. S'ils n'étaient pas là, ça ne serait pas croyable. On ne croirait pas que tous les inoffensifs en danger sont perpétuellement victimisables. Si un enfant, certifié inoffensif par l'image, risquait d'être étouffé par son pull, par exemple, ça serait ridicule. Les inspecteurs trouveraient vite les empreintes génitales du coupable. Ils ne vont pas passer les menottes à ce pull, enfin. Il faut bien tous ces affreux et malfaisants. Mais qui donc le en veut? Ces incontrôlables, aux yeux chasseurs, sous l'emprise d'armes stupéfiantes? Bien sûr, heureusement qu'il y a tous ces abjects qui nous font craindre pour les inoffensifs, qui ne se doutent pas du danger d'être inoffensifs. S'ils n'étaient pas là, ça ne serait pas croyable. On ne croirait pas que tous les inoffensifs en danger sont perpétuellement victimisables. Si un enfant, certifié inoffensif par l'image, risquait d'être étouffé par son pull, par exemple, ça serait ridicule. Et dans la réalité sans spectateur, il y en a beaucoup de ces ignobles. De plus en plus. La nuit, je n'oserais pas allumer la télévision, de peur d'en trouver sur toutes les chaînes, qui massacreraient mon sommeil avec des bruits dans mes placards et des respirations sous mon lit. Et ces images, avec des malfaisants, il y en a beaucoup. La nuit, je n'oserais pas marcher solitairement en travers des rues nombreuses. Je me ferais déboutonner, approfondir et attoucher sans mon consentement. Les dirigeants de l'ordre qui les protègent doivent perpétuellement redoubler notre tranquillité par des fouilles préventives et des espionnages et doivent enfermer pour cause de soupçons tous ceux qui sont seulement moches ou impertinents. Et dans la réalité sans spectateur, je me demande, avec ces filmages fictifs, si ça ne nous empire pas. Chut maintenant! Peut-être qu'il y a de plus en plus de malfaisants à cause de la reproduction de ces films. Mais tais-toi donc! Donc, tu ne crois pas que ces filmages auront de malfaisants? Vas-tu enfin fermer ta gueule! Voilà. Et bien fini avec la maladie de la vie. Depuis tout petit, je me suis jamais cru dans ma propre vie, mais dans celle de l'autre. J'ai fini tué par des histoires inventées. Voilà ce qui arrive quand on est trop exposé aux histoires croyables. Il faut arrêter de s'exposer aux histoires croyables. Sinon, à force d'attendre la suite, ça finira mal. On n'arrive pas à dévier des routes obligées tracées par d'autres que nous. On n'arrive pas à décider sa propre destination hors des circonstances exténuantes. Mais on croit mort à des histoires de faussaires. Moi, je préfère les histoires pas croyables. C'est moins risqué. Et puis, si l'histoire n'a pas tout son sens, on est forcé de en chercher un. Ça oblige à se forcer. On n'avale pas des mots déjà mâchés pour nous avec un arrière-goût d'arrière-pensée. Il n'y a qu'au théâtre où on voit des morts tellement belles qu'on en veut. Aurait voulu finir avec des mots de théâtre en bouche, avec des mots de grand amour, jamais terminables, avec des mots de malabri, truculents qui narguent jusqu'au bout, avec des mots de célébrité chevalière en costume moulant. Bon,
va falloir achever. Ils doivent débarrasser, éteindre les éclairages et aller dans les scènes, capturer les applaudissements que les spectateurs ont laissés échapper. Vous aussi? Vous trouvez ça trop long? Quelquefois, c'est vrai. Mais avec la vie, on ne voudrait pas que ça finisse. Je ne sais pas si c'est mieux de tomber sur le côté ou sur le dos. Non, j'ai une autre idée. Autant rester pas croyable jusqu'au bout. Je vais revenir dans Ursule Mendiant. Vous avez remarqué, cette année, l'entrée était gratuite. Mais, si le spectacle vous a plu, n'hésitez pas, à la sortie, vous verrez un petit chapeau, si vous voulez mettre. Ça sera très bien. Merci, bravo.